Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Missungi et la personne derrière elle, épisode 2. Dans le premier épisode consacré à Missungi, elle nous a raconté comment elle a consommé des drogues diverses tout au long de sa jeunesse. Du cannabis, de l'alcool, puis pas mal de stimulants comme la cocaïne au début de ses études. Et puis elle nous a raconté aussi comment cette consommation assez dense s'est calmée quand elle a découvert les champignons hallucinogènes. Cette phase est maintenant derrière elle. Elle a quitté son ancien copain et elle commence une nouvelle histoire amoureuse qui va durer près de 10 ans. Cette relation va aussi être accompagnée de prise de drogue, mais cette fois, Missungi a plus d'expérience. Elle connaît la réalité de l'addiction et avec la maturité, elle sait sans doute aussi beaucoup mieux ce qu'elle veut. Donc, les choses vont se passer différemment. Son nouveau compagnon prend des drogues également et il a notamment été initié à l'iboga. Alors l'iboga, c'est une plante qui est issue de la forêt équatoriale africaine. C'est un hallucinogène très puissant et dans les pays africains où il est consommé, sa consommation est encadrée culturellement par un culte qui s'appelle le Bwiti. Quand on souhaite faire partie de ce culte, il y a une initiation qui dure 2 jours. Les initiés consomment de grandes quantités d'iboga et ils vivent un voyage psychique très profond qui a souvent une influence décisive sur le reste de leur vie. Alors le cours de l'existence de Missungi va-t-il être modifié par cette découverte de l'iboga ? C'est elle qui va nous le dire. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. J'étais quelqu'un d'assez cartésienne. Je suis pas croyante, je crois pas en Dieu et les délires spirituels, new age, machin, ça me branche pas non plus. Enfin, ça me branche pas non plus. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est magie, ésotérisme, etc., c'est des trucs qui peuvent m'intéresser, mais plutôt d'un point de vue, je trouve ça marrant. Et beau et poétique et tout ça. J'aime bien l'esthétique, l'univers, la fantaisie, tout ça, tu vois. Je suis une geek comme les autres, quoi, mais c'est pas premier degré du tout, quoi. Enfin, j'y crois pas, quoi. Enfin, j'y croyais pas du tout à ce moment-là. Vraiment, c'était très clair que non, pas du tout. Donc je me retrouve en couple avec quelqu'un qui, lui, est très porté sur la spiritualité, en tout cas. Alors, d'une manière très personnelle. Mais bon, beaucoup moins cartésien que moi, ça c'est certain. Et qui, lui, avait déjà fait une expérience avec l'iboga quand moi je l'ai rencontré. En fait, ça s'était passé d'ailleurs pas très longtemps avant qu'on se rencontre. Un an et demi avant qu'on se rencontre, voilà. Et puis, voilà, je rencontre cette personne, je commence cette histoire avec lui. Lui, il prenait du GHB à l'époque, donc j'essaye le GHB. Je prends pas mal de GHB avec lui. Alors là, il faut que je fasse une précision. Le GHB, on en entend souvent parler dans les médias comme étant la drogue du violeur. Et donc, pour comprendre ce dont va parler Missungi, il faut savoir que le GHB a d'abord été une molécule utilisée dans un cadre médical, comme anesthésique, et puis ensuite dans un cadre festif. C'est-à-dire que c'est une drogue que certains aiment beaucoup consommer. Les effets ressemblent un peu à ceux de l'alcool, avec une sensualité exacerbée et sans gueule de bois. Mais la consommation de GHB entraîne 2 risques principaux. Alors le premier, c'est que le moindre mélange avec l'alcool est très dangereux, on peut faire un coma très rapidement. Et le deuxième risque, qui est peut-être moins connu, c'est que ça peut devenir très addictif si on en consomme trop souvent, avec un sevrage très compliqué, même dangereux, un petit peu comme l'alcool.
Donc voilà, si le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter le témoignage de Groovy dans la première saison de Substance. Il revient en longueur sur le GHB, sur ses effets. Mais là, ce dont Missungi va parler, c'est bien de l'usage hédoniste. Donc je découvre ce truc aussi qui est un peu bâtard là, à la fois ça fait des effets de type drogue chimique dont on parlait jusque-là, mais t'as pas tellement de descente, donc il y a pas la punition, donc merde. Et puis tu arrives à manger, puis tu arrives à dormir, enfin bon, c'est... Donc voilà, et je fais tout ce début d'histoire avec lui où on prend beaucoup de ça, ça marque beaucoup notre sexualité, parce que donc, c'est quand même un truc qui agit énormément sur la libido. Et en fait, je me rends compte au bout de quelques mois que lui, il a un rapport addictif à ce truc-là et qu'en fait, ça part en couille parce qu'il commence à faire des crises d'épilepsie, il en prend vraiment trop. Et donc, sa santé est en jeu. Et comme moi, je sors de 3 ans d'histoire avec un héroïnomane, je lui explique que j'ai pas du tout envie de refaire une histoire avec quelqu'un qui est addict, que ça me gonfle d'avance. Et je lui dis, écoute, soit c'est OK pour toi d'arrêter tout de suite et vite et sans tergiversation. Et OK, je reste avec toi, sinon je me casse parce que ça va, j'en ai soupé. Là, il me dit OK, si, je vais arrêter. Effectivement, il essaye d'arrêter, mais en fait, c'est compliqué. Et du coup, il décide de refaire une initiation enfin, c'est plus une initiation du coup, mais de refaire une expérience avec l'Iboga. Parce que l'expérience qu'il avait faite avec l'Iboga 1 an et demi avant de me rencontrer, c'était déjà pour arrêter le GHB. Ça avait marché un certain temps. Et puis, il avait replongé. L'iboga est en effet souvent utilisé par les Occidentaux comme un moyen de sevrage rapide. C'est une plante qui permet notamment de revivre son passé sous un autre angle, de prendre une sorte de recul sur sa propre histoire et aussi de se confronter avec son héritage psychologique familial et de mettre à jour donc les problèmes enfouis, des problèmes qui peuvent être à l'origine du comportement addictif. Et tout ça en 2 jours, donc assez brutalement. Alors de ce que j'ai lu, parfois ça marche de manière spectaculaire, parfois ça marche moins bien. Et dans certains pays européens, il y a des cliniques d'ailleurs qui utilisent un des principes actifs de l'iboga, l'ibogaïne, pour sevrer les personnes qui sont dépendantes, soit des opiacés, soit de l'alcool. Ça se fait en Ukraine par exemple. Donc c'est pour ça que le compagnon de Missungi veut retenter l'expérience de l'iboga pour se débarrasser une nouvelle fois de son addiction au GHB. Se pose la question de est-ce que je vais être présente, est-ce que je vais en prendre aussi ou pas, machin. En fait, à ce moment-là, j'envisage pas du tout de prendre de l'iboga. Par contre, je suis quand même super curieuse d'assister à son expérience. Déjà parce que j'avais envie d'être auprès de lui, pour le soutenir, tout ça, quoi. Et puis ensuite, parce que j'étais curieuse de voir ce qui allait se passer, quoi. Missungi et son compagnon contactent donc une personne qu'elle appellera Roland. C'est un Français qui a vécu plusieurs rituels bouiti au Gabon et qui accepte d'organiser une cérémonie. Ça se passe dans une maison louée dans le sud de la France, en compagnie de quelques autres personnes. Dans cette cérémonie, 2 personnes seront les banzi, c'est-à-dire ceux qui vivent l'initiation et qui vont prendre une grosse dose d'iboga. Les autres, dont Missungi et son compagnon, seront des accompagnateurs. La personne qui chapeaute la cérémonie est appelée le Nganga, en l'occurrence, c'est donc Roland. Au départ, il était convenu que moi, j'en consommerais pas, que je serais juste spectatrice, accompagnatrice, enfin voilà. Et en fait, quand j'arrive sur place, le Nganga, il m'explique que il s'agit pas que je prenne des doses massives, mais que quand même tout le monde va prendre au moins une petite cuillère, enfin que c'est pas obligatoire, mais qu'il préférait que tout le monde ait pris une petite cuillère pour qu'il y ait quand même une connexion, machin et tout. Donc on a pris cette cuillère, mais c'était encore assez informel. Tu vois, c'était avant le coucher du soleil. Il était question que vraiment la cérémonie commence quand le soleil serait couché. Puis là, on avait une vue imprenable sur la mer avec le soleil couchant sur la mer, grosse baie vitrée là. Le spot était vraiment cool. Et donc on avait installé des matelas un peu en cercle, quoi. Et puis il y avait des matelas à un endroit un peu plus central qui était pour les bandits, quoi. Donc il y avait une espèce comme d'audience autour des bandits. Moi j'étais un peu désœuvrée, donc je me retrouve assise sur un de ces matelas. Et il y a le Nganga qui discute avec mon compagnon à l'autre bout de la pièce. Et le premier truc, donc j'ai commencé à sentir effectivement ce genre d'effet de... c'est un peu
tu sais pas trop quoi, mais quelque chose est différent. Dans ton corps, tu te sens pas pareil, l'image est pas pareille, mais en fait, en même temps, c'est un peu imperceptible, quoi. C'est pas vraiment radicalement différent, c'est juste une idée comme ça que les choses sont différentes. Et je les vois donc discuter au bout, et là je commence à paranoïer en fait. Je commence à avoir l'impression qu'ils parlent de moi. Il y a un espèce de truc que j'ai fait quelque chose de mal, et que en fait on parle de moi et qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et donc je me monte tout un truc là, ça va pas, je commence à monter en pression de ça va pas, et puis j'ose pas le dire à personne jusqu'à ce que donc mon compagnon s'approche de moi. Et là, lui, bon, c'était un peu la seule personne avec qui je me sentais à l'aise de dire tout. Et donc, il arrive et je lui dis que ça va pas, que vraiment, je vois bien qu'ils étaient en train de parler de moi et machin, et là. Et donc, là, tout de suite, il me rassure, il me dit non, pas du tout, mais viens, on va lui parler, viens, tu vas voir et tout. Et donc, je parle, ça va mieux, puis tout le monde s'installe et ça commence la cérémonie. Les lumières se baissent, le soleil s'est couché, et le Nganga refait un tour avec ses cuillères et propose. Donc si on avait envie, on pouvait, mais c'était pas obligatoire. Donc là, sur ce deuxième tour de cuillère, je décide d'en prendre une autre. Donc j'avale cette deuxième cuillère à café. Les bandits avaient des cuillères à soupe. Donc moi, je prends une deuxième cuillère à café. Et là, s'ensuit que Roland commence à expliquer des choses, à parler avec les bandits. Il y avait des manières de parler, enfin, il y avait des expressions qu'on devait répéter en début et en fin de prise de parole. Je me souviens plus exactement, c'était il y a quand même 10 ans. Mais voilà, il y avait des mots gabonais. Voilà, des manières de parler, c'était assez ritualisé. Il y avait tout un truc aussi avec des bougies et des plumes qu'ils ont fait un espèce de petit rituel en début de séance comme ça. Et puis on commence à être avec juste des petites lumières tamisées, et donc s'installe une ambiance un peu magique, quoi. Un peu tout est possible, une espèce de sensation comme ça. Et à ce moment-là, ça devient vraiment hyper lumineux, quoi, hyper chouette. Enfin, moi, je suis dans un mood super positif. Et j'ai l'impression que tout est super magique, la lumière scintille. J'ai l'impression qu'on est tous super connectés, que tout le monde... qu'on ne forme plus qu'on est en train de faire un truc hyper important et chouette et beau, etc. Qu'on est en train de monter dans un vaisseau et qu'on va tous ensemble vers la joie, quoi. Là, j'ai des visions, plein de visions, très chouettes. Et je me suis particulièrement connectée avec une des bandits, donc, qui était une fille, donc il y avait une fille et un garçon. Donc avec la fille qui était rousse et du coup qui était vraiment une espèce d'archétype de sorcière. Et il y avait un renard qui lui courait dessus, qui était vraiment magnifique. Et puis elle avait un espèce de truc super... Enfin, elle avait une prestance, un charisme, elle était vraiment rayonnante comme ça. Et j'avais l'impression qu'on se parlait, quoi, alors qu'il n'y avait aucun mot qui sortait ni de sa bouche ni de la mienne. Et j'avais l'impression qu'on avait toute une conversation hyper profonde, hyper chouette. Il se passait des milliards de trucs en même temps, en fait. Hein. Donc il y avait ça, et puis à côté de ça, il y avait une espèce de chat angora, mais fait comme la neige sur la télé, quoi. Il était fait de ça, mais à la fois hyper précis, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il était à la fois flouté, voilà, neigeux, quoi,
comme un glitch, quoi, mais on voyait vraiment très bien tout, la forme de ses oreilles, de ses yeux, de ses moustaches, etc. Elle était super détaillée. Et il se baladait dans l'encadrement d'une porte qu'il y avait là. Et derrière la porte, on voyait les pieds de géants, parce que derrière, c'était le monde où il y avait des géants. Et donc, c'était tout à fait normal qu'il y ait les pieds des géants qui étaient là. Au fond, il y avait des espèces de fils, un peu genre la linéa, tu vois, un des dessins. Donc il y avait tout un monde vivant, un mouvement. Donc il y avait un petit train et puis des personnages un peu cartoonesques, mais tout fait en un seul trait, quoi. Donc, en fait, partout dans la pièce, tout autour de moi, donc là j'étais les yeux ouverts, hein, partout dans la pièce, tout autour de moi, il y avait des milliards d'histoires qui étaient en train de se déployer en même temps. J'arrivais tout à suivre, tout était super chouette. Et me semblait absolument normal. Genre, mais vraiment, ça coulait de source, quoi. Et du coup, voilà, tout se passait super bien. Et moi, j'avais l'impression aussi d'être vachement en maîtrise de tout ce qui se passait. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était moi qui provoquais tout ça et que j'étais moi-même une sorcière, quoi. Et que du coup, j'étais en connivence et en complicité avec toutes ces créatures. Ce truc je les regardais et ça me faisait bien marrer. J'étais là, haha, t'es exactement comme je t'ai imaginé. Enfin, tu vois, il y avait une espèce de truc, ouais, vraiment super empouvoirant, quoi. Enfin, voilà. Donc tout ce moment est hyper chouette. Et Roland repasse avec des cuillères de d'Imoga. Je prends encore une cuillère à ce moment-là. Et là, ça va devenir différent. Je vais commencer à fermer les yeux. Et plus le temps va passer, plus ça va devenir vide. J'allais dire noir, mais en fait, c'est pas suffisant de dire ça. Vraiment vide. Et je me souviens que je m'étais adossée, posée sur le côté contre mon compagnon et que je m'étais accrochée à son bras. Et en fait, donc, c'est comme si l'univers était en train de se déliter, de disparaître, et que le seul truc qui existait encore, c'était moins son bras et mon corps que, en fait, le contact entre son corps et mon corps, quoi. Cette espèce de ce contact. Donc, l'idée abstraite de ce contact était le dernier truc qui existait. Dans l'univers, qui n'existait plus donc, et si ce contact se défaisait, alors là vraiment plus rien n'existerait, donc moi y compris, et ce serait la fin de tout, et c'était super flippant. Donc il y a eu ce moment genre hyper dark où je peux même pas dire que je m'accrochais à ce bras physiquement, hein. C'est pas physique parce que mon corps n'existait plus, j'avais plus du tout, j'étais plus qu'une espèce d'idée, quoi. Et c'était même pas moi l'idée, c'était voilà, il restait qu'une seule idée, c'était ce contact entre ce bras et l'idée d'un corps, enfin voilà, qui était, semble-t-il, moi. Mais voilà, c'était vraiment très particulier. Voilà. Et donc j'ai très peur. Et à un moment donné, le seul truc qui me sort de ce machin-là, c'est, je sais pas combien de temps ça a duré tout ça, mais très certainement, vu qu'il passait quand même pas toutes les 5 minutes avec ses cuillères, ça a dû durer un long moment, genre 1 heure ou 2. Et donc Roland passe avec une cuillère. Et là, d'un coup, quoi, je sors complètement du truc où j'étais, où l'univers n'existait plus. J'ouvre les yeux, je me retrouve nez à nez avec cette cuillère, et là je dis plus jamais au monde.
C'est le seul truc qui est sorti de ma bouche, je me souviens, parce que tout le monde s'est marré, quoi. Juste, j'ai même pas pensé cette phrase. Je me la suis entendue dire, en fait, quoi. C'est comme si elle était sortie malgré moi, quoi. Donc, plus jamais au monde. Et là, il m'a regardé, il a souri, puis il a passé son chemin. Il allait voir plus loin, quoi. Et ensuite, je suis pas du tout... donc j'ai gardé les yeux ouverts, j'ai arrêté mon bad trip, mais c'était pas du tout fini la nuit. Donc j'ai continué à avoir des tas de visions. Et puis, il s'est passé des trucs un peu fous aussi, hein, parce que les bandits vivaient des trucs dingues. Donc de temps en temps, ils les questionnaient pour savoir où ils en étaient, s'il fallait enfin, c'était une manière pour lui de jauger s'il fallait leur en donner plus ou si c'était assez, etc. Et donc, il racontait des trucs, et donc j'écoutais les trucs qu'il racontait, ce qu'il vivait, et donc ça alimentait aussi mes idées et mes visions, mais c'est un peu plus flou, quoi. Le reste de la nuit, c'est un peu plus... je sais que ça a continué, qu'il s'est passé des milliards de trucs, mais je m'en souviens de manière beaucoup moins précise. Et puis voilà, ça a été la première nuit. Je pense pas que j'ai dormi. C'est juste que le soleil s'est levé et que là, le Nganga nous a dit pendant toute la journée, on va pas prendre d'Iboga. Donc, vous êtes libre de vaquer à vos occupations, d'aller à droite, à gauche. Si vous devez boire, manger, oui, parce qu'on n'avait pas le droit ni de boire, ni de manger, ni de fumer pendant toute la cérémonie. Là, les bandits avaient toujours pas le droit de faire tout ça, mais nous, les accompagnateurs, qui avions donc pris beaucoup moins d'Iboga qu'eux, on avait le droit, mais il fallait y aller mollo, faire attention. Je me souviens que dans cette journée-là, il y a eu des super beaux moments où moi, je me suis retrouvée donc, avec la sorcière rousse à lui partager. On a passé beaucoup de cette journée à se partager ce qu'on avait vu dans la nuit, parce ça avait été assez unilatéral dans la nuit. On entendait un peu ce que vivaient les bandits, mais nous, on n'avait pas raconté... Nous, les autres, on n'avait pas raconté ce qu'on avait vécu. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges dans cette journée. C'était très beau. Il y a eu pareil, ce truc de communion, on est tous ensemble dans le même bateau et on s'aime, l'amour universel, tout ça. C'était très hippie. Et après, il y a eu la deuxième nuit où là, j'ai pas repris d'Iboga. Donc moi, je commençais à descendre un peu doucement, et puis ça a été assez dark pour les deux bandits. Ça a été assez dur, et du coup, je me souviens que cette nuit a été un peu compliquée, mais moins pour moi que pour le groupe et ce qui se passait, etc. Donc j'étais plus dans l'empathie. Voilà, donc ça, c'était un peu la première rencontre avec ce truc-là, mais pas vraiment mon initiation, puisque j'étais pas à la place des bandits. J'étais un peu en outsider, quoi, un spectateur, mais en même temps, j'avais quand même vécu un truc assez puissant. Enfin, vraiment très puissant, en fait. Et ben, de cette expérience-là, j'étais hyper enthousiaste. Les sentiments de plénitude, les sentiments de joie, la magie, l'émerveillement, c'est tous ces trucs-là qui sont restés de ce week-end-là. Et puis vraiment le côté, je me suis jamais sentie aussi peu seule, en fait, aussi connectée aux autres, au monde. C'était vraiment super agréable comme sentiment. Et donc, c'est ça qui est resté de ce week-end-là. Et du coup, j'ai eu envie, je me suis dit, si c'est pas très fort ce que j'ai fait, vu que j'ai pris beaucoup moins d'Iboga que les bandits, alors qu'est-ce que ça doit être quand on en prend plus, quoi. Genre, vraiment, à la fin du week-end, je pense que j'ai directement dit à mon compagnon et au Nganga que j'avais envie qu'on planifie et qu'on organise mon initiation. Ça a pris un peu de temps, mais je crois que ça s'est fait 6 mois plus tard, un truc comme ça. Et voilà, donc j'avais envie d'aller voir plus loin. Plus loin à ce moment-là, ça veut aussi dire pour Misungwi tenter de comprendre son angoisse de la personne derrière elle. Cette angoisse
qu'elle nous décrivait à la fin du premier épisode. Je sais pas si je l'ai pensé avant la première expérience là ou après, ou si je sais pas dans quel ordre ça s'est fait, mais je sais qu'en tout cas quand j'ai abordé mon initiation, j'avais en tête cette idée de régler ce problème-là. Et de comprendre ce problème-là, je me demandais aussi, est-ce que j'ai pas des traumas, tu vois, genre une amnésie traumatique, est-ce qu'il n'y a pas des trucs dont je me souviens pas alors que ça s'est passé, est-ce que du coup l'iboga pourrait pas m'aider à m'en souvenir, etc. J'avais ce genre d'idées, de démarches, de volonté. Sur le papier, l'idée est bonne. Il y a de nombreux témoignages de personnes qui ont expérimenté l'iboga et qui ont revisité leur passé d'une manière ou d'une autre, avec parfois des traumatismes profondément refoulés qui ressortent. Mais avec Missungi, ça ne va pas se passer comme ça, malgré ses attentes. Et ça, elle nous le racontera dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.